Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour ou bonsoir selon l'heure à laquelle vous nous suivez à partir des différentes télévisions partenaires qui vous relayent cette émission sur l'ensemble du territoire national, mais aussi au-delà de nos frontières par la magie du satellite. Aujourd'hui, nous recevons dans cette émission Liberté d'opinion l'honorable professeur Godin Poyi, qui se trouve être économiste de formation, professeur des universités, auteur de plusieurs ouvrages, mais aussi président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Mais nous le recevons surtout en tant qu'expert en matière d'économie pour nous aider à réduire les limites de la sous-information en ce qui concerne le taux d'échange et la dépréciation de la monnaie nationale congolaise. C'est donc une occasion pour nous de poser en votre nom toutes les questions qui taraudent vos esprits à ce propos. Professeur, bonjour. Bonjour, Lidor. Merci beaucoup, professeur, de nous honorer encore une fois dans le cadre de cette émission. Je l'ai dit déjà en avant-propos, mais avant que nous entrions dans le fond de cet échange, beaucoup de questions quand même que les Congolais se posent selon l'angle où il se situe à propos du bilan du président Tshisekedi. Vous, en tant qu'économiste, nous allons prendre seulement ce secteur-là d'économie, à 4 mois des élections, si vous étiez demandé de faire un commentaire de manière objective en tant que scientifique, par où commenceriez-vous? Merci beaucoup, Louis-Dor. Je n'ai pas la prétention d'être plus intelligent que les autres. Je constate avec regret que maintenant, tout le monde parle de tout dans notre pays. Et c'est extrêmement dangereux. Ce n'est pas ça la démocratie? Bon, la démocratie ne veut pas dire l'inintelligence. Wow. Parce que moi, je suis un peu éberlué. Maintenant, les sociologues parlent de la Constitution, les chimistes parlent de la monnaie, on ne comprend vraiment rien. Et c'est ce que je voulais dire très modestement. Vous le savez que, au-delà de mon petit doctorat en économie, je suis également docteur en sciences politiques, orientation politique publique. Donc, c'est dans cette discipline-là qu'on explique comment on évalue les politiques publiques. Donc, ça ne se fait pas comme ça, comme du feu d'artifice. Vous trouvez quelqu'un qui vous dit qu'il ne voit rien. Bon, vous ne voyez rien peut-être parce que vous êtes aveugle. Et je voulais dire ceci. Il y a tout un cours à l'université dédié à l'évaluation des politiques publiques. C'est-à-dire que lorsque vous voulez évaluer les bilans d'une autorité, d'un gouvernement, il y a des repères. Et quels sont ces repères? Il faut regarder où est-ce qu'on était quand l'autorité concernée a pris les pouvoirs et où est-ce que nous en sommes. Je vais rester dans la sphère économique parce que là, ce sont des choses objectives. Malheureusement, avec la toile, c'est tout le monde maintenant qui est devenu savant. Et chez nous, il y a des gens qui pensent que ce qu'ils ne connaissent pas n'existe pas. Alors, comme nous parlons de l'actuel président de la République, la meilleure façon de le faire, c'est qu'en économie, il y a des indicateurs qui expliquent l'évolution de la vie économique. Et ces indicateurs dont je veux parler, des indicateurs les plus nodaux, c'est le PIB, c'est les finances publiques, c'est le taux de croissance, c'est le taux d'inflation. Et donc, de manière objective, parce que moi je suis scientifique et je ne suis pas militant, je fais un effort pour être le plus objectif possible. Et je vous présente les tableaux
lorsque l'actuel président de la République accède à la magistrature suprême, nous avions un PIB de 46 milliards de dollars. Et aujourd'hui, nous sommes à 69 milliards de dollars en termes de PIB. Et vous avez appris du Fonds monétaire international, parce qu'au départ, lorsqu'on en parlait, on pensait que c'était de manière mandarinaire qu'on le faisait. Le Fonds monétaire reconnaît qu'aujourd'hui, la République démocratique du Congo fait partie du top 10 des meilleures économies africaines. C'est canonique. Les gens ont cru que ça venait des réseaux sociaux. C'est canonique. C'est canonique. Et donc, s'il faut faire de la mésoéconomie, en 2018, nous étions à 46 milliards de dollars, donc c'est-à-dire il s'agit de la production de la richesse produite par la RDC de 1960 à ce jour. Mais je ne veux pas dire que les dollars de 1960, c'est comme les dollars d'aujourd'hui. Mais s'il faut faire de la mésoéconomie et de la manière arithmétique, lorsque vous prenez les 69 milliards de dollars, moins 46 milliards, c'est que dans 4 ans, on a produit 23 milliards de richesses. Alors, si quelqu'un dit que ça, ce n'est pas un bilan, je pense qu'il y a 3 endroits où il faut l'amener. Soit vous l'amenez à l'école pour qu'il ne soit pas seulement formé, mais aussi formaté. Soit vous l'amenez au CNPP, soit vous l'amenez à l'église pour sa délivrance. Ça, ce sont des faits. Vous avez vu avec les rames, quand ça ne marchait pas, je n'ai pas tenu compte de mon obédience politique. J'ai dénoncé. Les rames d'Impiodi. Les gars d'Impiodi, vous avez vu. Je me rappelle, vous l'avez dit sur mon plateau. Moi, je suis chrétien avant d'être pasteur. Donc, parce qu'il y a des gens qui deviennent pasteurs sans être chrétiens. Mais moi, très modestement, il y a des choses que je ne soutiens pas dans ma vie. Vous étiez contre l'importation de Thompson? Oui, c'était sur ce plateau. Vous n'avez pas vu ça, mais c'est déjà passé. En fait, c'était pour vous faire voir que nos propos ne sont pas émotionnels, mais sont rationnels. Donc moi, je vous donne des agrégats. Parce qu'il y a quelqu'un qui vous dit qu'il n'y a pas de bilan. D'abord, lui-même ne sait même pas comment on dresse les bilans de l'État. Il parle parce qu'il a seulement la bouche. Non, mais vous voulez dire que tous ces opposants qui voulaient faire une marche contre la vie chère avaient tort d'y croire. Malheureusement. Parce que vous évoquez les chiffres, tant mieux. Moi, je n'ai pas. Le social. J'ai dit ceci. Oui. Je ne parle pas de personne. Je ne dis même pas que je suis plus intelligent que les autres. Mais j'ai passé toute ma vie à étudier le fonctionnement de l'État et de son économie. Je ne dis pas que je suis plus intelligent, mais je ne suis pas un intellectuel en chambre. Je suis praticien. Donc, si quelqu'un vous dit le contraire, vous dit que le bilan économique de l'actuel chef de l'État est négatif, il y a 3 endroits où il faut l'amener. Vous l'amenez à l'école et la bonne, pas des trucs qui pilent ici pour déformer les enfants des autres. S'il refuse, vous l'amenez au CNPP pour un test, pour savoir s'il fonctionne normalement. Si la santé mentale est bonne. Et si on trouve qu'elle est bonne, il est de mauvaise foi, il a besoin d'une délivrance. Là, on vous l'amène dans votre église? Non, même chez les cardinals. Donc les plus importants. Parce qu'en fait, oui. Vous savez les problèmes chez nous, et vous voyez même la pauvreté du vocabulaire. Ils ont créé un terme qui n'existe pas gnoseologue. Non, c'est lui qui connaît tout dans la vie. En français, on l'appelle encyclopédiste. Alors c'est ainsi que tout le monde maintenant parle de tout.
Ça ne devait pas être ça. Avant de parler en public, il faut convoquer les grandes forces de l'intelligence. Mais malheureusement, chez nous maintenant, c'est devenu une pièce de théâtre avec des milliers de chaînes de télévision. Tous les fous passent dans les médias. Toute la racaille maintenant passe dans les médias et met des opinions sur des choses qu'elle ne maîtrise pas. Je ne dis pas que moi je suis plus intelligent que les autres. Et lorsque je parle de fou, il ne s'agit pas du fou de la folie. Il s'agit de métalangage. En français moderne, un fou, c'est celui qui parle de ce qu'il ne connaît pas. Alors, professeur Godin-Pouy, c'est vrai, vous avez évoqué les chiffres et donc, je suis au premier indicateur. Vous êtes au premier indicateur, le produit. Donc, ça, si quelqu'un ne le comprend pas, oui. Retournez là, les trouver. Parce qu'aujourd'hui, maintenant, chez nous, on achète des diplômes partout. C'est plein de gens qui achètent leur titre de docteur sur la toile et ils se font nommer professeurs, mais en réalité, ce sont des professeurs ignares. Et ils polluent inutilement l'environnement. Vous pensez qu'on ne peut pas étudier sur la toile? Non. Et avoir des diplômes? Non, je vous dis ceci. Je vous dis ceci. J'ai une petite expérience en cette matière-là. J'ai l'expérience congolaise. J'ai l'expérience européenne. J'ai l'expérience américaine et j'ai l'expérience asiatique. Jusqu'à ce jour, aucune université sérieuse n'organise des doctorats en ligne. Ne suivez pas ces gens qui vont aux États-Unis dans des centres de formation des églises, ils font des formations, ils se font appeler docteurs. Ces centres-là ne sont pas reconnus aux États-Unis. Vous savez qu'en cette matière-là, je ne fais pas des cadeaux aux gens, mais on ne va pas accepter comme ça de tuer un pays. On ne peut pas accepter. Je crois que vous avez suivi les témoignages d'un ancien collaborateur du maréchal Mobutu. Le maréchal Césarée confiait à lui avec sa mort, avant sa mort. Il lui disait qu'après moi, vous allez voir ce que ces gens vont faire. Il considère que nous sommes des sous-hommes. Comment on peut laisser quelqu'un qui n'a pas étudié enseigner les enfants des autres? C'est pourquoi on en arrive là. D'accord. Au Congo, vous trouvez quelqu'un, pour faire un doctorat, et encore, il faut que ça soit une thèse. C'est au moins 300. Mais au Congo, il y a les gens qui le font même en une année. Et même avant d'entrer dans les toilettes publiques, ils se présentent comme étant des professeurs docteurs. On passe au deuxième indicateur. Donc, nous nous sommes mis d'accord qu'en ayant 4 ans, l'actuel président a fait un bond de 23 milliards de dollars. Quelle vitesse de croissance! Oui, on va arriver. Quelle vitesse? On va vérifier l'effectivité de ces 23 milliards dans l'assiette. On va le faire. Au fur et à mesure. Les manières aujourd'hui, c'est que même les théologiens parlent de l'économie. Mais ils considèrent que vous savez que c'est la liberté d'expression et d'opinion. C'est la liberté d'opinion. Vous n'allez pas réserver le débat seulement à l'élite intellectuelle que vous incarnez ici. Mais j'ai dit ceci. Il faut parler de ce que vous connaissez. Il ne faut pas croire que ce que vous ne connaissez pas n'existe pas. Alors, nous nous sommes mis d'accord, chiffres à l'appui, et même le Fonds monétaire l'a attesté, retenez que depuis 1960, on n'a jamais eu une telle vitesse de croissance en 4 ans. Moi, je ne suis pas militant, moi, je suis scientifique. Moi, on ne me manipule pas. Vous avez vu que quand ça ne marchait pas, j'ai eu le courage, au risque de ma carrière, de les dénoncer. Parce que moi... C'est ça votre côté fort. Moi, je suis chrétien. Oui. Ma bouche ne doit dire que la vérité. Je ne peux pas être parmi ces pasteurs qu'on manipule. Non. Le deuxième indicateur, c'est l'évolution de nos finances publiques. De 1960 à ce jour, le record en termes de recettes a été battu par le gouvernement Tchibala avec 4 milliards 800 millions. Nous sommes en 2018. Mais l'année passée, avant de parler de l'actuel budget de 16 milliards de dollars, l'année passée,
nous avons bâti encore record en terminant l'année avec un excédent budgétaire d'au moins 1,5 milliard. Je ne parle pas de l'excédent des trésoreries. Donc, excédent budgétaire après réduction des comptes. Vous vérifiez tout ça où, professeur Godin, parce que vous n'êtes pas quand même actif dans... Non, mais moi c'est mon travail. Oui. Moi c'est mon travail. Vous avez accès aux données de la Banque centrale? Et régulièrement. Donc quand on est scientifique, on a un réseau. Okay. On a un réseau de formation, donc on suit. Et puis j'ai passé pratiquement plus de 30 ans dans la filière des finances publiques. Okay. Dans tous ces services-là, si je ne trouve pas mes amis, mes anciens étudiants sont là-bas. Et quand vous êtes scientifique, il faut créer un créneau par lequel vous devez avoir des informations fiables. N'est-ce pas? Tout à fait. Donc, moi je suis la vie politique, la vie économique de ces pays au jour le jour. Donc au-delà de ce que je fais maintenant, je suis dans plusieurs corporations scientifiques à la matière dans ces pays et qui me facilitent l'accès aux données. Et même aujourd'hui pour les chercheurs qui n'ont pas d'autres réseaux comme nous, peut-être d'avoir des données fiables, mais ce travail, le Fonds monétaire le fait régulièrement, la Banque mondiale, toutes les données de tous les pays du monde sont disponibles sur le site de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international, ça vous permet de suivre. Exact. Aujourd'hui, nous sommes à 16 milliards de dollars. Je sais, les gens vont me dire qu'ils ne sentent pas les 16 milliards de dollars. Je ne sais pas ce qu'ils veulent sentir. Ils veulent sentir le froid ou le chaud. C'est ça leur préoccupation, effectivement. On va y répondre. Vous pouvez rencontrer leur... On va y répondre. Nous ne disons pas que c'est déjà le ciel au Congo, parce que pour ceux qui ne le savent pas, d'après notre PNSD, le Congo ne sera un État développé qu'à partir de 2050. Mais, en attendant cette échéance, le Congo va de mieux en mieux. Ici, nous démontrons, chiffres à l'appui, qu'en décembre 2018, on était à 4 milliards 800 et qu'aujourd'hui, on est à 16 milliards. Pratiquement, les recettes de l'État ont été triplées. Mais ça, il ne faut pas un dessin pour qu'on comprenne ça. Il ne faut pas un dessin. Les gens sont de mauvaise foi. Les gens parlent des choses qu'ils ne comprennent pas. Est-ce que ce n'est pas à cause d'une, comment dirais-je, d'une absence d'un dispositif de communication autour Non, je n'y crois pas. C'est juste de l'ignorance. En fait, vous savez que dans notre pays, il y a des gens qui pensent que s'il dit qu'il ne connaît pas, on va les tuer. Vous voyez même quand vous êtes en train de chercher une adresse dans les quartiers. Vous posez la question à quelqu'un, il ne connaît pas le nom de l'avenir. Mais au lieu de vous dire seulement que je ne connais pas, il va vous dire d'abord vieux Kendeboy. Donc ici au Congo, c'est ça l'environnement du faux. Vous savez, depuis que les études ont été bâclées au Congo, maintenant tout le monde croit qu'il peut parler de tout. Moi, ceux qui m'ont enseigné m'ont dit que vaut mieux traiter avec celui qui n'a pas étudié que de traiter avec celui qui a mal étudié. Parce que celui qui n'a pas étudié, vous voyez nos petits là recevoir, il ne parle pas de ces histoires-là. Il vous dit, vieux, mais les gens qui ont étudié sous l'arbre ici, dans des conditions infra-académiques, ils ont un toupet de sorciers. C'est ainsi qu'on arrive à ce genre de choses. Ça, ce sont l'économie et par essence chiffriste. Entre 4 et 16, il y a une grande différence. Ne pas les reconnaître. Donc, il faut qu'on vous ramène à ces endroits, donc à l'école, la vraie. Pas ces histoires qui distribuent des diplômes gratuitement comme des cacahuètes. À l'école, la vraie. Soit on vous amène au CNPP parce que vous avez des problèmes avec votre santé mentale. Et si on trouve qu'il n'y a rien, on peut vous amener dans une église. Chez Maman Olangi Thérèse Mémoire pour que vous soyez exorcisé. Voilà. Alors, un autre indicateur. Mais en disant cela, je n'ai pas dit que je suis plus intelligent que les autres. Tout à fait. Alors,
c'est acté, le public vous suit, c'est à lui de juger. Moi, je joue mon rôle de vous offrir un plateau pour vous exprimer. Avant qu'on passe au point suivant, est-ce qu'il y a un autre indicateur que vous auriez pu... Oui, c'est le taux d'inflation. Le taux d'inflation, oui. C'est la grande actualité qui va nous amener. Donc, lorsqu'on se réfère à 2018, oui. Ce n'est pas qu'on veut dire que les anciens dirigeants n'ont fait que des mauvaises choses. C'est comme cela qu'on fait l'évaluation publique. L'évaluation des politiques publiques se fait de date en date. Okay. Moi, je ne suis pas de ceux qui disent que les anciennes autorités n'ont fait que des mauvaises choses. Elles ont fait aussi des bonnes choses. Mais ayons le courage de reconnaître que l'actuel président a fait plus que chiffre à la fois. Moi, je sais que c'est avec le président Kabila, en 2002, que nous avons retrouvé le taux de croissance positif. Je le répéterai même devant un physique. Mais, comme nous faisons une étude comparative, on constate que dans 4 ans, il y a celui qui a fait plus que ses prédécesseurs. Mais on ne va pas dire que ses prédécesseurs n'avaient rien fait. Ici, nous sommes en train de chercher à éclairer l'opinion, parce qu'on ne sait pas, c'est comme si on était dans un envoûtement collectif. Il y a des gens qui vous disent que quand ils se promènent, ils ne voient rien. Vous voulez voir quoi? Que ça a changé, effectivement, même dans le quotidien, dans l'assiette. Est-ce que le panier de... J'ai dit ceci. De la ménagère. Avant 2019, il y avait des éclairages publics sur cette ville. Ils vont vous retourner la question autrement. Est-ce que les enfants vont manger de l'électricité? Ah voilà. C'est la question qu'ils vont vous poser. Je vais vous dire ceci. Je ne suis que le porte-parole. Je sais. Oui. Donc, les enfants ne mangeront pas certes de l'éclairage public. Mais l'éclairage public va permettre à ces enfants d'étudier la nuit, de devenir intelligents pour construire les cocons. Même si le ventre a faim. Et je voulais vous dire ceci. Écoutez. Je vous écoute pas. Non, je sais que vous n'êtes qu'un simple porte-parole. Oui. Donc, c'est ça encore un problème. En économie de développement, on dit que le développement d'un État est chronophage. Il s'inscrit dans l'État. Même le Dieu omnipotent et totipotent. La création de ce monde lui prit 6 jours. Et là, je vais revêtir mes oripeaux de pasteur pour vous dire que quand on parle de ces 6 jours-là, les liminaires n'ont été créés qu'au 4e jour. Donc, c'est-à-dire, avant la création des liminaires, il y avait un autre type de comptage des jours. Le Seigneur était capable de dire un seul mot et toutes ces histoires, et nous, ces enfants, on devait apparaître comme ça. Mais c'était un enseignement, il voulait nous faire comprendre que tout se fait en fonction du temps. C'est ainsi que lorsque vous êtes en management, il y a ce qu'on appelle les ressources fondamentales des organisations. C'est pourquoi vous verrez que les études de gestion, ce sont les études les plus chères. Donc pour apprendre ça, à Harvard, c'est 120 000 $ l'an. À Francfort, c'est 35 000 € l'an. Donc on n'apprend pas ça parce que vous avez payé 200 $ de Minerval. Taux d'inflation. Taux d'inflation. Oui. En 2018, quelle était la situation et actuellement, oui, peu avant cette appréciation qu'on a constatée. Je vais répondre. Oui. Il faut que les gens sachent qu'on ne développe pas un État dans 4 ans, dans 5 ans, dans 10 ans. L'Europe, je l'ai dit à la télé, l'Europe que vous admirez aujourd'hui a été construite pendant 4 siècles. C'est le seul continent où on paye les chômeurs. Vous ne trouverez pas ça en Asie. Et je vous informe que la Chine n'est pas encore un État développé. J'ai effectué une petite formation à Shanghai. La Chine ne fait pas partie des États développés. C'est un État émergent. Donc, c'est qu'il y a du chemin. La réflexion scientifique s'inscrit essentiellement dans un cadre théorique qu'on peut essentiellement modifier, mais ce sont des balises. Rostow l'avait bien prédit que
le développement d'un État est une démarche consensuelle. Et donc, je voudrais que les gens comprennent que l'Europe a été construite pendant 4 siècles. Donc ce n'est pas dans 4 ans qu'on va résoudre toute la misère de la RDC. Oui, mais quand on présente le programme de campagne, on fait quand même des promesses à réaliser dans un temps bien défini. Bon, malheureusement, moi je n'ai bâti campagne pour personne, j'explique les faits scientifiques. Et si je ne m'abuse, moi je lis le programme du gouvernement. Tout ce que le gouvernement avait prévu, je crois qu'il y a au moins à 70%. Est en train d'être réalisé. Alors maintenant, je reviens au taux d'inflation. Décembre 2018, nous étions autour de 45%. 45%. Et aujourd'hui, 2023, en cumulé, nous sommes à 16%. Et je voudrais dire ceci. Donc, lorsque vous voulez comparer des situations, il faut qu'il y ait une certaine analogie entre elles. Et cette analogie peut être soit de contexte, soit de structure. J'insiste même en disant que même si aujourd'hui notre taux d'inflation il est autour de 16%, déjà théoriquement, il y a amélioration. Lorsque vous passez de 45 à 16, il y a amélioration. Et je souligne en passant qu'en 2020, pendant que la Belgique, le Rwanda et tous les autres États avaient fini l'année avec un taux de croissance négatif du fait de la pandémie de Covid, la RDC a été parmi les rares pays qui avaient terminé l'année 2020 avec un taux positif de 1,7%. Nous avons fait une émission avec vous. Alors, donc c'est pour vous dire que non seulement que sur le plan arithmétique, la tendance est bonne, mais lorsque vous voulez faire l'analyse des politiques publiques d'un État, il y a plusieurs méthodes. C'est notamment l'approche SWOT. Donc dans cette approche, on voit quelles ont été les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces. Depuis 2019, le monde est très agité. On a d'abord commencé avec les perturbations climatiques. Et ces perturbations climatiques ont rendu très énergivore la production industrielle, parce que lorsque vous avez des hivers forts, donc il faut beaucoup d'énergie pour faire fonctionner vos usines. Et du coup, ces produits pétroliers ou gaziers, comme la consommation est devenue très importante, a des répercussions sur les prix des revient. La République démocratique du Congo, consommant ce qu'elle ne produit pas, nous avons suivi la première vague de ce qu'on appelle de l'inflation importée, du fait des perturbations climatiques. Nous sommes en 2019. Parce que, comme vous le savez, je ne vais pas encore revenir là-dessus, les deux grands partenaires commerciaux de la RDC, c'est d'abord l'Union européenne et ensuite la Chine. Donc, lorsque de ces côtés-là, les prix augmentent, du coup, ça se répercute sur nous. Exact. Alors, de ce point de vue-là, la responsabilité à partager, parce que ce n'est pas dans 4 ans qu'on devait diversifier la production, mais la responsabilité est partagée entre ceux qui ont dirigé les pays de 1960 à ce jour, mais proportionnellement à la durée du mandat d'un chacun. Alors, donc vous comprenez déjà que ça, c'est ce qu'on appelle dans l'approche SWOT les menaces qu'a connu le fonctionnement de tous ceux qui sont au pouvoir actuellement. Donc personne n'avait prévu ces perturbations climatiques et sanitaires. Oui, et je ne comprenais même pas. Vous voyez, même à un certain moment, en 2019, le sucre avait augmenté de prix ici, les gens criaient, oh non, non. Mais vous avez remarqué qu'en 2019, entre octobre et 11, il y avait eu des grandes pluies. Et ces pluies ont fait que les plantations de nos sucreries ont été envahies par beaucoup d'eau et les cannes de sucre étaient de moins en moins sucrées.
Et cela avait entamé les quotas habituels de production. Et ça, ce n'est pas comme j'entends les gens les dire que gouverner, c'est prévoir. Donc il faut savoir ce que ça veut dire. Il y a des écoles qui expliquent. D'ailleurs, aujourd'hui, en politique publique, on ne dit plus gouverner, c'est prévoir. On dit gouverner, c'est hériter. Et même quand on dit dans les écoles, on dit que gouverner, c'est prévoir, là où il y a les vrais savants, ils disent que toutefois, il faut savoir que l'homme ne prévoit pas tout. Alors, et je referme cette parenthèse-là pour vous faire voir que si aujourd'hui, peut-être les gens constatent qu'il y a flambé des prix au niveau du marché, c'est tout simplement à cause de ces perturbations climatiques. 2019, crise sanitaire, 2020. Pourquoi crise sanitaire? C'est parce que la Chine avait mal géré la pandémie de Covid. Chaque fois qu'il y a une entité qui a été infectée, c'était le confinement total, on fermait toutes les usines. C'est ainsi que vous avez constaté que jusqu'en 2021, on a connu ce qu'on appelle en économie la crise du fret. Il y avait de moins en moins de produits parce que, comme vous le savez, la Chine aujourd'hui, c'est l'atelier du monde. Donc lorsque la Chine ferme ses usines, la production mondiale baisse. Au nom de la loi de l'offre et de la demande, le prix d'équilibre naturellement va monter vers le haut. Et ça ne dépend de personne ici chez nous. S'il y a des personnes qui sont responsables de cette situation-là, c'est tous ceux qui ont dirigé le pays de 1960 à ce jour, mais au prorata de la durée du mandat d'un chacun. Je crois que vous connaissez la longévité de tous ceux qui nous ont dirigés. Vous pouvez répartir la responsabilité. Et c'est des manières scientifiques que nous sommes en train de... Pas de manière militante. Non. Non, moi je respecte les gens. Parce qu'aujourd'hui, c'est tout le monde qui parle de... Vous trouvez les psychologues qui parlent de l'économie. L'économie, c'est pas de la psychologie. Mais c'est de la brumine. Alors... Donc, maintenant, c'est pour vous dire, comme si cela ne suffisait pas. Oui. Il y a maintenant l'environnement géopolitique. Depuis la guerre russo-ukrainienne, l'Occident a sanctionné la Russie. Il ne veut plus acheter les produits russes. Ils ont décidé de s'approvisionner en Inde. Mais l'Inde n'est pas capable de fournir tout ce qu'ils ont besoin en produits énergétiques. Qu'est-ce que l'Inde fait? L'Inde maintenant importe de la Russie. Les produits énergétiques arrivent en Inde. Je crois que tu as encore une idée sur la géographie. Si. C'est ça depuis que j'ai déjà visité. Oui. Je le sais. Oui. Maintenant, les mêmes produits-là, parce que lorsque vous êtes en Russie, c'est du côté de la Finlande. Oui. Donc, les produits énergétiques vont quitter de ce côté-là, arrivent d'abord en Inde, avant maintenant de contourner pour revenir vers l'Occident. Donc, ça crée des charges supplémentaires. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, vous pouvez vérifier ce que je vous dis, en France, les litres à la pompe coûtent 2,20. Mais à Kinshasa, j'ai vu ça sur Internet. À Kinshasa, les litres coûtent à la pompe 1,2 $. Qui dit mieux? Ça, ce sont des chiffres. En fait, en science, ce qui n'est pas mesurable n'existe pas. Ça, ce sont des faits. Vous pouvez appeler vos collègues, vos frères, parce que vous en avez sur toute l'étendue de la planète Terre. En France, on achète 1 litre à la pompe à 2,0. Mais au Congo, nous achetons ce litre-là à 1,2%. Donc je crois qu'aujourd'hui, les Français préféreraient venir s'approvisionner en RDC. Pourriez-vous expliquer ça? Parce que le Congo ne produit pas quand même des produits pétroliers. Comment... Mais c'est ça l'intelligence gouvernencielle. Le président de la République a institué ce qu'on appelle la fiscalité négative. Donc, chaque fois que vous cherchez les produits pétroliers à la pompe, il y a une fiscalité dans la structure du pays. Alors, le président a dit, pour atténuer la misère de la population, on ne va plus collecter cet impôt-là. Nous la prenons en charge. Mais vous voulez quoi? Vous seriez un bon communicateur de non, sacré, non, parce que les gens ont besoin de suivre ce genre d'explication. Moi, j'ai fait mon travail, et vous le savez que je l'ai fait il y a de cela plus de 20 ans.
Moi, je ne suis pas quelqu'un qu'on manipule, non. Vous êtes constant Je vous dis, dans votre ça, avis, ce sont des faits. Tout à fait. Alors, expliquez un peu au public comment se fait-il qu'à l'approche des Jeux de la francophonie, automatiquement, le taux du dollar baisse, et les enseignants, pardon, les fonctionnaires de l'État ne sont pas payés en francs congolais, et puis on parle quand même de l'amélioration du point de vue du comportement de la monnaie congolaise. Comment pouvez-vous expliquer ça en des termes beaucoup plus clairs à notre public qui s'inquiète et qui se pose des questions? Les gens ne sont pas payés, ça vous le savez. Je le sais parce que nous sommes en déficit. Jusqu'au moment où nous tournons cette émission. Nous sommes en déficit. Oui. C'est pourquoi dans les propositions qu'on va faire, il faut qu'on améliore davantage. Nos recettes évoluent déjà bien, mais on doit les améliorer davantage. Donc, si les gens n'ont pas été payés, si le plan scientifique, d'après la trésorerie qui a été présentée au 28 juillet, nous avions en fait un solde excédentaire, mais c'était un solde de trésorerie, pas un solde budgétaire, parce qu'il y a nuance. C'est laquelle la nuance? Oui, pour les communs mensuels, oui. Donc les soldes de trésorerie, c'est pendant l'exercice budgétaire. Okay. Il peut arriver que vous avez dans vos encaisses un montant, on n'appelle pas ça excédent budgétaire, comme j'avais entendu ça de la bouche d'un ancien Premier ministre. Donc il s'agit d'un excédent des trésoreries. Et cet excédent au 28 juillet était autour de 320 milliards de francs. Mais l'enveloppe salariale pour la République démocratique du Congo, chaque année, c'est au moins 780 milliards. Donc, à cette date-là, si vous prenez les 320 milliards et vous ajoutez les appuis de la Banque mondiale pour les paiements des enseignants, cet appui est évalué autour des 40 millions de dollars, vous convertissez en francs, ça vous fait 100 milliards. Donc, à cette date-là, notre trésorerie avait 420 milliards de francs congolais. Donc, vous voyez que la différence entre les 780 000 et 400, il y avait un gap. Oui. Donc, il fallait attendre que les recettes augmentent pour en fait exécuter ces dépenses-là. Parce que si le gouvernement ne le fait pas, il sera obligé de recourir à la planche à billets. Ouais. Dans le contexte actuel, c'est ça la question. On ne peut pas se le permettre. D'abord, il y a une certaine opinion qui dit effectivement que le gouvernement aurait fait recours à la planche à billets. Est-ce que vous pouvez éclairer quand même l'opinion? Selon vos informations que vous avez. Et archi faux. Jusqu'à ce jour, le président de la République n'a jamais recouru à la planche à billets. Mais ça, comment expliquez-vous ce changement brusque du taux de change? Oui, c'est-à-dire que quand il y a surchauffe, c'est cela où je voulais expliquer. Exact. Tous ceux qui connaissent l'économie congolaise savent que la monnaie congolaise a toujours eu 3 facteurs perturbateurs. Il y a les facteurs d'ordre économique, il y a les facteurs d'ordre monétaire et il y a les facteurs liés à la balance des paiements. Donc, le fait d'avoir une économie extravertie nous expose régulièrement aux chocs qui viennent de l'extérieur. Et ces chocs peuvent être climatiques, sécuritaires, sanitaires, géopolitiques. Ça, c'est depuis Léopold II. Évidemment, à l'époque de Léopold II, il n'y avait pas encore la mondialisation. Oui. Et il y a également le facteur perturbateur d'ordre monétaire. Donc, la coexistence entre l'économie formelle et l'économie souterraine fait qu'il y a une masse monétaire qui échappe au contrôle de la Banque centrale, du fait de l'informalité d'une grande partie de notre économie. Alors c'est ce qui fait que dans ces contextes-là, à un certain moment, on peut constater qu'il y a une surliquidité monétaire. Le troisième facteur perturbateur, c'est la balance de paiement. Lorsqu'elle est déficitaire, ça emballe notre monnaie. Alors, quand on a constaté cela, et qu'il y avait plus de devises locales que de devises étrangères qui alimentaient la dépréciation monétaire, le gouvernement a pris une batterie de mesures.
qui devait en fait aspirer cette cyclicité monétaire. C'est notamment le taux directeur qui est passé de 11 à 25%. Ce n'est pas comme on a dit que ça va bloquer l'économie, non, c'est conjoncturel. Parce que lorsque vous augmentez les taux directeurs, du coup, ça rend le secteur des bons du trésor attrayant. Donc, les gens qui ont des cyclicités monétaires vont venir acheter des bons du trésor au niveau de la Banque centrale. Du coup, il y a une masse monétaire importante qui est extraite parce qu'ils sont en fait appâtés par le taux et la rentabilité. C'est conjoncturel lorsqu'on aura aspiré et constaté qu'il y a accalmie, vous verrez que la Banque centrale va revoir à la baisse les taux directeurs. Comme si cela ne suffisait pas, on a demandé que le paiement des impôts se fasse essentiellement en francs congolais. Vous savez que les sociétés minières et pétrolières payent généralement leur fiscalité en devises étrangères. Lorsqu'on dit qu'elles doivent maintenant payer leurs impôts en monnaie locale, c'est encore une façon d'absorber cette liquidité, les retourner dans les circuits bancaires pour les contrôler davantage. Et au-delà de cela, il y a eu l'injection de 150 millions de dollars. Ça fait partie des outils essentiels du cadre opérationnel de la politique monétaire. Ce n'est pas une faute? Non, aucune. Aucune. Okay. Aucune. Donc, parce que les gens doivent savoir ceci. Il y a des types de politique monétaire. Il y a la politique monétaire conventionnelle et il y a la politique monétaire non conventionnelle en des temps de crise. Lisez l'histoire de l'eurozone. Pendant la pandémie, la Banque centrale européenne a eu des taux directeurs négatifs à moins 2%. Donc les gens peut-être ne comprennent pas. Lorsque le taux directeur est négatif, c'est-à-dire que lorsque je loge mon argent dans une banque, au lieu que la banque me rémunère, c'est moi qui dois rémunérer la banque. C'est en fait des politiques expansionnistes pour stimuler les investissements. Donc, en politique monétaire non conventionnelle, on s'attaque directement aux facteurs qui perturbent la monnaie, mais c'est conjoncturel parce qu'en réalité, pour avoir une monnaie stable, il faut avoir une économie forte. Professeur, avant que nous venions dans cette émission, un compatriote a intercepté ma communication avec vous quand je vous ai appelé pour confirmer que l'émission aura lieu. Il a dit, professeur Godin, pour l'économie, j'ai dit oui. Il a dit, est-ce que tu peux lui poser la question? Il y a des années, les fonctionnaires à tous les niveaux savaient que le 15, ils sont payés. La banque était disponible, ou toutes les banques commerciales étaient prêtes à payer les fonctionnaires. Mais depuis lors, les gens vivent dans l'incertitude, ils ne savent pas à quel moment ils sont payés, perturbations pour payer les loyers, perturbations pour payer les minervoirs des enfants, donc une instabilité presque généralisée. Mais dans l'entretemps, vous défendez les chiffres. Est-ce qu'il n'y a pas un contraste? La réponse est simple, donc c'est pourquoi j'ai dit que la réflexion scientifique passe par des balises. Donc lorsque vous n'avez pas ces balises-là, c'est du fait d'artifice, ça tire dans tous les sens. Il faut dire à ses compatriotes que jusqu'en 2018, le monde n'avait jamais connu de perturbations climatiques, le monde n'avait jamais connu de Covid, et le monde n'avait jamais connu des problèmes géopolitiques, notamment la guerre russo-ukrainienne. Et là, je sors un peu des rangs, parce que j'en vois, quand les gens parlent, ils disent Poutine, vous allez voir. Mais moi, quand j'entends des choses comme ça, je préfère m'enfermer dans ma chambre. Parce que non-assistance à personne en danger. Je ne dis pas que je suis plus intelligent que les autres, mais j'ai un léger avantage de savoir comment le monde fonctionne. Et je suis un tout petit breveté test. Lisez l'histoire du monde. Tous les 10 ans après de grandes crises économiques, il y a des guerres d'envergure mondiale. Nous sommes en 1929. On a connu une crise financière mondiale. Et en 1940, c'était le début de la Deuxième Guerre mondiale. En 2018, nous avons connu la crise des subprimes. Et pratiquement 10 ans après, il y a cette guerre russo-ukrainienne. Ce sont des guerres organisées par les grandes puissances pour relancer leurs économies. Donc c'est de nous abrutir. Si les États-Unis voulaient mettre fin à cette guerre,
elle n'aurait même pas commencé. Parce que quand Poutine déployait les dispositifs, tout le monde les voyait. En fait, ce sont les choses que les grandes puissances organisent pour relancer leurs économies. Après des grandes crises, il faut provoquer des guerres. Pour vendre des armes, détruire les États, et ce sont des marchés potentiels qu'on va récupérer après pour relancer leurs économies. Ça s'appelle l'économie de guerre. Je referme la parenthèse. J'enseigne notamment l'économie politique internationale. Donc, quand je vois là les gens, comme dans un envoûtement collectif, oh, Poutine a la Bango, il n'y a rien. Et pourquoi la Chine n'intervient pas de manière efficace? Donc, c'est organisé par les grandes puissances. C'est ça l'intelligence. C'est ici où tout se fait de manière folklorique. Pourquoi la Chine a tous les moyens de soutenir Poutine. Pourquoi il intervient de manière hésitante? Et les États-Unis derrière d'autres États. Oui, non. La Chine attend que la situation s'empire en Russie, comme ça, leurs actifs perdront des valeurs et la Chine va les racheter. Donc ce n'est pas ce que je vois là, on dit, bon, c'est comme si on parlait des matchs de foot. D'accord, on descend maintenant, voilà. On pose les pieds sur terre maintenant. Oui, pour rejoindre la question du compatriote, de manière très simple, qu'est-ce qu'on peut retenir? Pourquoi on ne paye plus les gens à une date précise? De manière très simple, oui. Avant 2018, ou à la période là qu'il se réfère, le monde n'avait pas connu toutes ces agitations. C'est ainsi qu'en sociologie, j'insiste là-dessus, en sociologie, j'en profite pour saluer les patriarches Émile Bongeli. Le grand sociologue. Pour moi, c'est le meilleur sociologue du moment, donc ça ne m'engage que moi. Et Émile Bongeli ne vole pas. Il ne fréquente pas les églises, mais il ne vole pas. Donc je referme cette parenthèse-là. Donc, parce que maintenant on a des gens qui parlent en langue mais qui volent là où ils travaillent. Mais Émile Bongeli, patriarche, lui ne fréquente pas les églises mais il ne vole pas. Je vais lui envoyer l'émission. Oui, il faut lui dire, oui. En sociologie, pour comparer des situations, il faut qu'il y ait une certaine analogie entre elles. Et cette analogie doit être soit des contextes, soit des structures. Le contexte de depuis 2018 n'est pas le contexte d'avant 2018 sur le plan international. Qu'ils retiennent cela. Et comme si cela ne suffisait pas, la guerre dans l'est du pays a repris de l'ampleur. Les gros de nos moyens sont affectés aux préoccupations sécuritaires. Certainement qu'ils vont vous dire que la guerre existe. Oui, elle existait, mais pas avec l'ampleur actuelle. Maintenant, là, vous avez la MONUSCO, vous avez l'EAC, vous avez presque toutes les armées. J'étais à Goma il y a quelques jours. Donc la province est hyper militarisée. Et tout ça a un coût. Tous ces gens qui viennent sont pris en charge par les trésors. Donc il faut dire à ceux qui font de telles comparaisons que Godet a dit que vous faites des comparaisons bâtards. Sans parents. Alors, toute dernière question en 1 minute, parce qu'il ne nous reste plus que 2. Je vais les annoncer l'émission. Il y en a qui ont dit aussi que le fait que les fonctionnaires ne soient pas payés à temps, c'est à cause de l'organisation des Jeux de la francophonie. Vrai ou faux? Bon, d'abord, il faut retenir ici que la francophonie n'a coûté que 70 millions de dollars. On a parlé de 100 millions. Non, moi je vous parle du budget que j'ai trouvé dans le secteur formel. Okay. S'il y a eu un budget additionnel, moi je suis scientifique et je ne me ressource pas dans des réseaux sociaux. Quand j'ai besoin de statistiques, je contacte le ministère des Finances, du budget, la Banque centrale, de l'économie et ça s'arrête là. Donc selon vos sources, c'est combien? Donc les budgets étaient de 70 millions de dollars. 70 millions. Et ceux qui disent tout ça, ils ne connaissent même pas ce que représente l'enveloppe salariale de la RDC. Les mois, c'est 350 millions de dollars. Vous comprenez? Oui. Donc ce ne sont pas les 70 millions de dollars qui vont empêcher le salaire. Ce que nous demandons aux services mobilisateurs de recettes, c'est qu'ils doivent fournir encore beaucoup d'efforts pour que nous ne soyons plus en déficit. Et je vous dis que les Jeux de la francophonie étaient très importants pour notre pays parce qu'il y a ce qu'on appelle en science de l'État et du pouvoir les vertiges géopolitiques des États. Je ne veux pas m'étendre là-dessus, mais l'une de ces vertus, c'est le rayonnement.
Donc le Congo a vendu son image. Vous avez suivi ça à partir de Kinshasa, mais nous qui étions en dehors de Kinshasa, on était fiers d'être Congolais. Exact. Voilà, donc que les gens ne puissent pas mélanger les personnes. Rien à dire. Qu'on ne mélange pas les personnes. C'était très bien organisé. Ouais. Voilà, pasteur révérend, professeur Godin Poyi, merci de l'éclairage que vous avez daigné à apporter à l'ensemble des questions qui étaient celles de nos compatriotes en rapport justement avec le taux d'échange et bien entendu la dépréciation, oui ou non, de la monnaie nationale congolaise en votre qualité d'expert en économie, professeur des universités. Vous avez rejoint vous avez rencontré les préoccupations de nos compatriotes. Nous vous disons très sincèrement merci de votre disponibilité. Mais une petite précision, donc on sera omniprésent. D'accord, à tout moment. Pour apporter, on va servir un peu de réverbère sur les chemins du savoir, mais si chaque mois peut avoir une émission comme ça pour éclairer l'opinion, j'insiste. Je n'ai pas dit que je suis vous êtes plus intelligent que les autres, oui. Mais il y a des choses qui polluent nos oreilles. Oui. Nous demandons... Vous interdisez aux charlatans de prendre la parole sur la place publique, oui, donc en fait, pour les gens qui ont été à la bonne école, avant de parler en public, on convoque les grandes forces de l'intelligence. Donc c'est ici, chez nous, là, vous voyez, tout le monde, j'ai suivi une émission, là, quelqu'un, on l'a présenté comme chercheur. Je lui ai posé la question, vous voyez qu'il ne connaît même pas comment on devient chercheur. On n'est pas chercheur parce qu'on a lu Eli Kembe dans sa chambre. Donc un chercheur sur le plan scientifique, c'est quelqu'un qui est rattaché à un centre de recherche. Et il est suivi par ses maîtres scientifiques. Donc ici, dès qu'on lit Eli Kembe, je cherchais. Merci. Merci beaucoup. Merci, professeur Godin Poyi. Merci. Non, je pense que dans les limites de nos modestes capacités, nous allons voir chaque mois chaque fois qu'il y a des besoins, on doit... Et là, la petite chose qu'on a observée dernièrement, nous sommes déjà à la fin, il y a au-delà de ce qu'on avait déjà évoqué, donc nous tendons vers la fin de l'année. Généralement, c'est à partir du mois d'août-septembre que les opérateurs économiques renouvellent leur stock en perspective de festivités de décembre. À ce moment-là, il y a aussi une forte demande de devises. J'ai entendu même quelqu'un qui disait que non, la masse salariale ne peut pas impacter sur la dépréciation monétaire chez lui. Il y a encore des problèmes. Donc, toutes nos institutions ici, pour sauvegarder leur pouvoir d'achat, ont donné des eaux permanents au niveau des banques commerciales. Que dès que notre allocation arrive, directement, il est nivelé en dollars. Et ça doit avoir un impact sur... D'accord. Ah, voilà. Merci beaucoup, professeur. Vraiment, la promesse est faite. Donc, nous invitons également tous les étudiants et tous les chercheurs dans ce domaine. Non, les vrais. Facultés d'économie. Non, j'ai dit ceci. Les vrais. Les vrais chercheurs et les vrais. J'insiste là-dessus. On ne devait pas chercher parce qu'on a lu un journal. C'est acté. C'est acté en lettres d'or. Merci beaucoup. Voilà, tous les étudiants dans les différentes facultés d'économie, au pays tout comme à l'étranger, qui aimeraient avoir cette émission pour des raisons bien entendu pédagogiques, peuvent nous contacter grâce au numéro qui s'affiche au bas de l'écran. Nous allons vous envoyer le fichier électronique ou tout comme vous pouvez sur cette émission sur notre chaîne YouTube, mais principalement aussi sur la RTNC3 institution, mais aussi Kin24 qui est une chaîne partenaire à nous pour la diffusion de nos différentes productions. Mesdames et messieurs, si vous avez aimé cette émission, nous vous disons très sincèrement merci au nom du professeur Godin Poyi qui nous a honoré ce jour pour cette émission. D'ici là, portez-vous très bien. Au revoir. Professeur, merci beaucoup.